Bonjour, moi c'est Laurence, fondatrice d'On Reprend. J'ai été professeure des écoles pendant 9 ans. J'ai accompagné pas mal d'élèves neuroatypiques et aujourd'hui, j'aide les familles à comprendre les besoins de leurs enfants et à trouver des professionnels formés. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet, disons, sensible. Qu'est-ce que l'éducation nationale prévoit réellement pour les élèves HPI? Alors, spoiler, non, le HPI n'est pas un super pouvoir. Non, les enseignants n'ont pas une mallette magique HPI dans un placard. Et oui, il existe des dispositifs, mais très peu de gens savent qu'ils existent. Bref, on démêle tout ça ensemble, tranquillement mais sérieusement. Alors on commence par le plus important, le cadre institutionnel. Les élèves HPI sont officiellement considérés comme élèves à besoins éducatifs particuliers. Ça veut dire quoi? En gros, on reconnaît que leur fonctionnement peut nécessiter un aménagement pour éviter l'ennui, le retrait, la perte de sens ou le décrochage. Le dispositif principal, c'est le PPE-HP, personnalisation du parcours des élèves à haut potentiel. Ce document est rempli en équipe éducative avec les parents, parfois un psychologue scolaire et toujours l'enseignant ou le professeur principal. On y décrit le profil de l'enfant, ses particularités, ce qui le met en difficulté, ses points forts et les adaptations qu'on va mettre en place. Contrairement à un PAI ou un PPS, le PPE-HP n'est pas un document médical ou handicap, c'est purement pédagogique, flexible, évolutif. Mais soyons honnêtes, dans beaucoup d'établissements, personne ne sait qu'il existe. Et parfois, il faut un peu insister, gentiment, pour qu'il soit pensé. Le repérage du HPI, c'est souvent l'enseignant qui met les premières pièces du puzzle. Et non, ce n'est pas juste un enfant qui répond trop vite ou s'ennuie. On observe souvent une pensée très rapide, une hypersensibilité, une compréhension globale avant le détail, une difficulté avec les consignes floues, un perfectionnisme, un décalage social, un ennui qui peut devenir opposition, sarcasme ou retrait. Quand un enseignant repère ça, il peut orienter la famille vers un professionnel pour un test, le WISC, etc. Le psychologue scolaire peut le faire s'il a du temps, ce qui dépend beaucoup du département. Sinon, on passe par un psychologue en libéral. Et pour les aider, certaines académies fournissent des grilles d'observation. Exemple, le Val d'Oise propose une grille par niveau de classe. C'est très utile pour objectiver ce qui se passe. Le référent académique HPI est le groupe départemental. Alors ça, c'est le dispositif miracle que personne ne connaît. Chaque académie a un référent HPI. Son rôle? Sensibiliser les équipes, accompagner les parents, aider les enseignants en difficulté, proposer des pistes d'adaptation. Et si la situation reste compliquée, malgré le PPE-HP, on peut saisir le groupe départemental HPI. C'est un groupe de professionnels qui apporte un regard extérieur, donne un avis neutre et aide en cas de désaccord entre l'école et la famille. Le problème? C'est un dispositif officiel, mais dans la vraie vie, il est quasiment invisible. Personne ne le connaît. Alors, cher Educnat, c'est bien beau de créer des dispositifs, mais il serait pertinent d'y mettre les moyens et de communiquer dessus. Personnellement, pendant mes années d'enseignement, j'ai connu plusieurs situations où ce groupe aurait été super utile, mais je ne savais même pas qu'il existait. Et ça, c'est dommage. Alors côté ressources, il y a 3 outils officiels qui valent vraiment le coup d'œil. Et je vous explique où les trouver parce que sinon on peut chercher longtemps. Le premier document, c'est le Vademecum, scolariser un enfant à haut potentiel. C'est un document de l'éducation nationale disponible sur Eduscol dans la rubrique École inclusive. Il permet de comprendre ce qu'est réellement le haut potentiel, comment ça fonctionne sur le plan cognitif
Et il donne des exemples d'adaptations possibles en classe. C'est vraiment pas mal du tout. La deuxième ressource, c'est la fiche élève à haut potentiel. Elle est aussi sur Eduscol, toujours dans les ressources officielles pour l'école inclusive. Elle est beaucoup plus courte que le Vademecum, beaucoup plus pratique, concrète, et très utile quand on prépare une réunion ou un PPEHP. C'est typiquement la fiche que les enseignants aiment avoir sous la main. Et puis troisième ressource, une plateforme que j'aime beaucoup, Cap École Inclusive de Canopé. Vous la trouvez très facilement en tapant Cap École Inclusive Canopé sur Google. C'est le premier résultat. Elle n'est pas spécifique au HPI, et il y a aussi plein de fiches pratiques. Renforcement positif, gestion de la vie de classe, outils de structuration temporelle. Bref, ce sont 3 outils gratuits, accessibles et franchement très utiles. Et le plus important, c'est qu'ils sont officiels, donc vous pouvez tout à fait vous appuyer dessus dans une discussion avec un établissement scolaire. Si j'étais taquine, je referais une petite remarque sur le côté confidentiel de ces 3 ressources. Alors maintenant, parlons d'un point important, parce que vraiment ça revient souvent dans vos messages. De plus en plus de parents me racontent que l'école ou le collège refuse de mettre en place un PPEHP, ou refuse carrément d'étudier un dispositif, alors que leur enfant rencontre des difficultés. Déjà, les familles sont dans leur droit de demander une équipe éducative. C'est écrit noir sur blanc dans les textes. L'école ne peut pas dire « on n'a pas le temps »,« on n'a pas ça ici »,« on ne fait pas de PPEHP ». Chers collègues, non. Soit vous avez la flemme, soit plus probablement on ne vous a pas formé sur ces questions. Personnellement, j'ai fait 3 formations internes sur la production d'écrit, au moins autant sur le calcul mental, les mêmes, et une seule sur les bases de chez Base du HPI en 9 ans de carrière. Alors oui, chers parents, vous avez le droit de demander une équipe éducative, un PPEHP, un avis de psychologue scolaire et même l'intervention du référent académique HPI. Et si ça bloque toujours, on peut saisir le groupe départemental ou le médiateur académique ou même le défenseur des droits dans les cas extrêmes d'inaction ou de rupture de prise en charge. Mais, et c'est important de le dire, parfois ce sont les parents qui se trompent. Et ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Un enfant peut être HPI mais ne présenter aucun besoin particulier en classe. Il peut très bien se débrouiller, être discret, heureux, adapté. Et là, il n'y a rien à mettre en place. Et ce n'est pas un échec, juste un enfant qui va bien. Dans d'autres cas, l'enfant se comporte très différemment à l'école et à la maison. Donc, on prend le temps d'observer, de dialoguer, de réfléchir, on respire, on sort du tout de suite maintenant. J'ai déjà été confrontée à des situations où les parents se fâchaient contre l'école sans aucun effort de discussion. C'est dur à vivre côté enseignant. Surtout quand on est, comme beaucoup de collègues, hyper investi dans la réussite et le bien-être des élèves. Alors, on évite les guéguerres inutiles et épuisantes. Votre enfant, lui, va ressentir toute l'animosité entre les parents et les enseignants. Je crois que c'est ce qui me faisait le plus mal au cœur dans ces situations, le ressenti de l'enfant. Le haut potentiel, c'est un fonctionnement particulier. Pas un cadeau tombé du ciel, pas un drame, pas un trophée. Juste une manière différente d'être au monde. Les dispositifs existent, ils peuvent vraiment aider quand ils sont connus et bien utilisés. Et si vous êtes parent, enseignant ou pro, j'espère que cette vidéo vous donne des clés pour comprendre, pour dialoguer, pour oser demander, ou au contraire, pour prendre du recul quand tout va bien. Et si vous cherchez des professionnels formés au HPI, coachs scolaires, guides parentaux, psychopédagogues, vous trouverez des annonces de pros qui connaissent la question sur onreprend.fr. N'hésitez pas à liker ou à laisser un commentaire, ça aide vraiment la vidéo à être trouvée par d'autres familles. Prenez soin de vous et à très vite.